avec les 4 personnes que j'ai autour de moi sur la table ronde, je vais demander simplement, donc, on ne va pas s'éterniser trop, on va aller vite au fait, de me dire quel est votre rôle. Donc, dans la présentation que j'ai faite, je pense que j'ai à peu près dit là-dessus. Par contre, si vous pouvez nous dire en 2 mots, pas deux pages, 2 mots, si l'intégration de l'IA au sein de l'entreprise offre une vision nouvelle, perspective innovante, tout ça, est-ce que ça vous a aidé à repenser les processus de l'entreprise ou pas, gagner en performance, productivité, donc là. Et si, sur une échelle de 1 à 10, quelle est la place de l'IA dans vos missions? Donc, en gros, je te demande déjà, de ton côté, Aloïs, ce que tu en penses. Très bien. Bah écoute, je vais, je vais dire ce que j'en pense. Alors, très rapidement, bon, tu l'as dit, moi je suis en charge du produit chez Diplomatique et des équipes qui déploient notre solution avec nos clients. Notre entreprise a été rachetée par IQGO récemment et à ce titre, je suis aussi en charge de généraliser les usages de l'IA au sein de leur portefeuille de produits qui aujourd'hui n'utilisent pas l'IA. Donc nous, on utilise évidemment de l'IA en interne et on est un fournisseur d'IA pour nos clients. En interne, on l'utilise un peu partout et honnêtement, je vais rien dire de complètement transcendant. On l'utilise sur tous les métiers, le développement, le marketing, les ventes, des bases de connaissances interactives pour aider nos commerciaux par exemple. Je dirais que la chose qui me paraît plus intéressante chez nous dans nos usages, c'est la capacité à utiliser l'IA, alors cette fois générative, pour explorer des pistes plus rapidement, pour développer des preuves de concept technologiques, pour faire des études de marché plus rapidement. Et honnêtement, ça nous permet de multiplier, démultiplier notre capacité à créer des nouveaux produits, à mettre des nouveaux produits sur le marché. Et ça va beaucoup nous accélérer en 2025 notamment. Donc voilà. Merci, merci d'avoir joué le jeu. À toi, Ahmed. T'appuies sur le bouton. Voilà. Alors, pareil, en fait, on est fournisseur de modèles IA pour l'industrie. Donc forcément, si on est fournisseur, on est les premiers à être... Non, c'est pas moi. On est les premiers à être convaincus de l'apport de l'IA. Aujourd'hui, pareil, chez nous, l'IA est utilisée partout, dans tous les processus, dans tous les métiers, le marketing, le sales, le développement. Et je pense une boîte aujourd'hui qui opère en 2025, qui n'utilise pas l'IA, perd de la compétitivité. Donc la place, c'est pas 10, c'est 11. Bravo, bravo, c'est ce que j'avais vu dans tes petites notes, le 11. Pourquoi il me dit 11? C'est que ça va bien au-delà. Merci. Donc maintenant, on va appeler 2 personnes qui sont un peu plus éloignées là-dessus. Donc d'abord, tout de suite, quelqu'un qui n'est pas très loin, Rouen, je crois. Donc Nicolas Delmas, côté altitude infrastructure, la même question. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, très bien. D'accord, donc bonjour à tous. Donc en effet, dans le secteur des télécoms, l'IT est un peu dans l'ADN des entreprises. On a très tôt développé une DSI forte qui a structurellement d'abord développé la BI puis l'IA. C'est un petit peu une démarche naturelle qu'on a eue dans ce sens. Et donc en effet, progressivement, l'IA a pris une part importante dans nos usages et alors pas forcément autant à l'image de ce qu'a pu partager les interlocuteurs de Diplomatique ou d'Inveniam. On a une proportion très importante qui se développe de plus en plus d'usage d'IA au sein des métiers notamment et l'IT en fait un usage bien plus abondant. Donc je dirais peut-être 8 sur 10 c'est pas mal. Ce stade. C'est déjà pas mal. Et donc là, maintenant, moi, je vais appeler celui qui est pas tout près de chez nous, quelque part, qui est en Belgique. Est-ce qu'il est là? Est-ce que j'ai la Belgique en ligne? Oui, oui, Didier, je suis là. Ah, Xavier, bonjour. Bonjour Didier, bonjour à tous. Donc, je représente Topo Consulting, qui est en fait un cabinet spécialisé dans la stratégie des opérations, qui fait travailler essentiellement des consultants seniors ayant en fait un long parcours opérationnel. Donc, en fait, on utilise très peu l'IA dans le métier de conseil, parce que bon, finalement, on a quand même une valeur en tant que senior, mais on travaille à analyser l'impact des nouvelles technologies, dont l'IA, mais aussi la réalité augmentée sous les opérations.
Alors, tout à l'heure, il était évoqué qu'on parle de l'IA peut-être beaucoup aujourd'hui, mais il y avait avant du big data. Donc, on utilisait peut-être un peu plus le big data avant. On l'utilisait pour améliorer les process ou l'efficacité opérationnelle. Donc, l'usage au sein de Topo Consulting, je veux dire, c'est peut-être 2 aujourd'hui sur 10, mais je dirais plutôt 8 quand on parle de nos clients. Donc, 2 plus 8, ça fait 10. Je ne sais pas si ça peut... Bien vu, bien vu. Merci à toi pour ça. Donc, on va aller dans le vif du sujet tout de suite en allant sur la question 2 que je m'étais proposée. Enfin, j'ai plusieurs questions dans le paragraphe 2. L'intelligence artificielle dans vos missions opérationnelles sous un prisme technique. Techos, là, on est vraiment dans la technique réellement. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que quel est de votre point de vue la valeur ajoutée de l'intelligence artificielle dans l'efficacité opérationnelle des déploiements? Que cela soit sur un impact sur les équipes, pardon, ou sur les réseaux télécoms, notamment pour le FTTH, hein, puisqu'on est quand même dans un écosystème très FTTH là, ici aujourd'hui. Donc, je vais d'abord poser la question donc, à Nicolas Delmas. Qu'est-ce qu'il en pense? 2 minutes, max. Oui, 2 minutes. Alors, effectivement, l'enjeu pour un OI, c'est de maintenir son réseau qualitativement et effectivement, étant dans une démarche de grossiste, on a besoin par ailleurs d'être performant et de minimiser les charges d'exploitation. Donc, on a effectivement assez tôt travaillé à placer l'IA au cœur des dispositifs de maintenance et de qualité. Donc, c'est une démarche qui a été progressive chez nous à ce sujet. Comment guider les interventions, comment les contrôler, comment optimiser les temps en back-office ou sur le terrain. Et donc, l'IA permet quelque part d'augmenter l'humain dans sa capacité à intervenir de manière massive et qualitative autour de tout ça. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais Oui. Tiens, non, si, c'est pas mal. Non, non, enfin, le public on va jugera. rentrer plus dans le détail si besoin. Non, 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 mais après, tu vas avoir d'autres occasions. Mais déjà, c'est une bonne approche. Donc, je voulais avoir aussi l'avis d'Amid à côté de moi, là, avant de laisser la parole aussi à Xavier après. Alors, très rapidement, la technologie existe, elle permet plein de choses. On aperçoit un usage timide de l'IA un peu partout, lié beaucoup plus à l'accompagnement de transformation, à comment utiliser et automatiser les process en prenant la valeur ajoutée donnée par l'IA. Donc, on remarque une progression timide, mais néanmoins, on voit des résultats tangibles. Vous m'avez demandé de parler tangible, hein, oui, concret. Typiquement, si je compare le flux de photos qu'on reçoit aujourd'hui sur le stock, sur les photos stock, les séries stock, il y a 30 à 35% de réduction de photos qui n'ont aucun sens. Donc, avant, pour une photo PM, on avait des photos de n'importe quoi. Donc, ça réduit. En fait, on commence à avoir cet aspect-là. On commence à voir que la photo de photo commence à être réduite. Donc, voilà, il y a un impact réel. Oui, ce n'est pas encore le top, mais il y a un impact réel. Ce qui bloque aujourd'hui pour prendre et pour tirer bénéfice au max de l'IA, qu'elle soit développée par X, Y ou Z, c'est beaucoup plus de l'intégrer dans des chaînes de valeur bien pensées et d'automatiser toute la chaîne. Voilà, c'est ça ce qui aujourd'hui manque. Merci, bon constat quand même, c'est très intéressant que je n'avais pas. Et donc, Xavier, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à cette question? Oui, je dirais que l'IA doit permettre de développer un jumeau numérique, ou en tout cas de faire des simulations sur un jumeau numérique. Je sais qu'il y en a qui se développent au niveau des pylônes. C'est une question, je dirais, dont on avait discuté l'autre jour sur le réseau FTTH. Mais pour avoir un jumeau numérique, il faut également des données fiables. En particulier, donc la SIG. Alors pour l'acronyme, ça signifie Système d'information géographique. Normalement, tout opérateur. Merci. Voilà, je t'en prie.
Voilà, tout opérateur doit avoir cette SIG et au lieu de faire juste des analyses de données pour savoir quelle est l'étendue d'une panne, éventuellement le réseau, le jumeau numérique peut aider à accélérer la localisation d'une panne. Le jumeau numérique, si on reste là-dessus une seconde, peut permettre aussi de faire de la maintenance prédictive, d'anticiper les incidents, les problèmes et éventuellement de tester la résilience du réseau. Et un autre point qui nous semble important chez Topo, c'est la formation continue. L'IA permettrait de mieux préparer les opérations, d'améliorer les connaissances des techniciens, de se focaliser peut-être sur des interventions spécifiques sur le réseau. Mais en tout cas, voilà, au niveau de la formation continue sur des sujets tels que des technologies, des procédures, c'est un aspect qui nous paraît très important. Très bien, ça, parce que justement, je m'interrogeais un petit peu, j'y reviendrai un peu plus loin, justement, sur ce côté formation et accès à la formation. Donc, merci pour ces premières réponses. Et donc, j'enchaîne avec toujours sur sur côté technique, une autre question que je voulais vous poser. Dans ce qu'on appelle plus communément la vie du réseau, bon, ça, tout le monde sait à peu près à quoi ça ressemble maintenant. Ou le complément de réseau, où il y a de la maintenance prédictive et curative qui s'y installe dedans. Certaines défaillances techniques peuvent-elles être identifiées, anticipées? Justement, et je pense que pour ça, je voulais l'avis de Nicolas Delmas, parce que je pense qu'en tant qu'OI, il est confronté à tout ça. Oui, tout à fait. Alors, on est parfois en phase encore expérimentale sur ces sujets, mais clairement, autant sur le plan prédictif que curatif, il y a des gains espérés. Alors, notamment sur la maintenance prédictive avec la notion de série temporelle, donc des algorithmes qui permettent avec de la donnée du passé, prédire l'avenir. Et associé à une forme de scoring des dégradations ou des constats qu'on peut faire sur les objets via les photos séries qu'évoquait Inveniam. Effectivement, on peut être capable d'intervenir en amont d'une future panne on est capable d'identifier une forme de courbe à partir de laquelle l'équipement va se dégrader et intervenir avant que la panne puisse arriver. Et puis sur le plan curatif, l'idée c'est plutôt de travailler à la notion d'optimisation et de rationalisation des interventions. On a un enjeu fort de rationalisation puisque quand une panne intervient, elle intervient sur un segment du réseau. Et donc sur ce segment, on peut très vite avoir plusieurs déclarations par plusieurs opérateurs. Et donc si on ne rationalise pas l'intervention, on va déclencher autant de techniciens qu'il y a de déclarations d'incidents. Alors qu'en réalité, avec une analyse de données et une capacité à associer les éléments du réseau entre eux, donc typiquement, on est capable de rationaliser l'intervention et de faire en sorte que les incidents soient les plus performants, la correction d'incidents soit opérée de la manière la plus performante. Et puis, on a effectivement cette capacité aussi à automatiser le traitement des incidents en analysant justement les corrections qui ont pu être opérées par le passé et à prédire la réponse à apporter pour les cas futurs. Merci, merci. Et donc, justement, je pense que les outils, la nature des outils, des logiciels qui existent en la matière, je pense à Loïs, là, qui va nous dire quelque chose, je pense. Je peux dire quelque chose. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a parlé là d'automatisation, de maintenance prédictive, de prédiction sur les séries temporelles. Et tout à l'heure, Xavier a évoqué la question du jumeau numérique. Oui. Moi, je pense que c'est un peu une question centrale parce qu'évidemment, c'est super pertinent sur de la donnée fiable, de pouvoir prévoir, anticiper, automatiser. Et donc, la vraie question, c'est comment on obtient cette donnée fiable. Ouais. Et la réalité aujourd'hui, c'est que ce jumeau numérique est en fait une représentation numérique un modèle numérique de mon réseau, de mon infrastructure, y compris l'infrastructure physique, y compris passive. Il faut que la donnée, ce modèle, il faut qu'il soit correct, qu'il représente vraiment la réalité, qu'il soit à jour. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que ce modèle de l'infrastructure, ce jumeau numérique, il n'existe pas vraiment. Alors, au mieux, ce qu'on a en général, c'est un instantané au moment du design. On a le design, ensuite
au mieux, on a le as-built, la documentation post-construction qui dit voilà, on a construit le réseau de cette manière. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce qu'en général, même cette documentation, elle est incomplète et incorrecte parce que basée sur du reporting manuel déclaratif ou pas de reporting du tout. Et dans la vie du réseau, c'est encore pire. Donc en fait, on n'a jamais ce jumeau numérique à jour, ou en tout cas, il se dégrade extrêmement, extrêmement vite. Bon, c'est une thématique qui m'intéresse parce que IQGeo, la raison pour laquelle ils nous ont racheté, qui est un fournisseur de solutions géospatiales, SIG et au-delà, c'est pour accomplir cette vision d'avoir un jumeau numérique qui est complet, qui est à jour, et sur laquelle, sur cette base, on pourra ensuite aller faire de l'automatisation, du prédictif, etc. Et donc, nous, évidemment, une des manières dont on propose de contribuer à ce jumeau numérique toujours à jour et précis, c'est via l'utilisation de la photo. Il y a différentes sources. Il y a les photos prises sur le terrain par les techniciens à chaque fois qu'ils viennent toucher un équipement pour n'importe quel type d'intervention. Extraire de la donnée, non pas que sur la qualité du travail et de la documentation, est-ce que c'est la bonne photo ou est-ce que le câble a été bien branché, mais aussi sur l'environnement. On parle de poteaux, de chambres, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la chambre, est-ce qu'il y a vraiment un poteau à cet endroit. La plupart du temps, on n'est même pas capable de vraiment dire si les poteaux sont bien présents, combien il y a d'équipements dessus. Et d'utiliser ça, et peut-être des sources tierces. Moi, je pense aussi à tout ce qui est Google Street View. Cyclomédia aussi fournit de la donnée qui capture avec leur voiture qui se balade. Sur tout ça, on peut extraire de l'information précise et assez fraîche. Et bien sûr, c'est déjà ce qu'on fait en partie sur les photos du CRI, où on peut extraire un certain nombre de ces informations. Je donnerai un exemple final pour parler d'un client qui est déjà dans cette démarche de jumeaux numériques et qui commence à en tirer, qui en tire déjà les fruits. Swisscom, qui est un de nos clients, ils font deux choses intéressantes. La première, c'est qu'ils ont automatisé tout leur process de paiement de leurs sous-traitants. Donc en fait, quand l'IA finit par dire voilà, le travail a été bien fait, comme ils connaissent, ils savent que cette donnée elle est correcte et précise, ils sont capables de déclencher le paiement dans la plupart des cas et de laisser certains de ces cas à un traitement manuel où il y aura besoin d'avoir quelqu'un peut-être qui vient sur place, etc. Ce qui leur permet d'accélérer le déploiement, le paiement, tout le monde est content. Et la deuxième chose qu'ils font, une des autres choses qu'ils font qui est assez intéressante, vu qu'ils utilisent Diplomatic sur l'ensemble de leurs opérations, une des choses intéressantes, ils se sont dit, bah voilà, dans le cadre du décommissionnement du cuivre, moi j'ai des techniciens qui se baladent et qui vont voir des chambres dans le cadre du déploiement de la fibre, eh bien j'ai profité de ces photos pour extraire des informations sur la facilité, sur ma capacité à enlever le fibre des fourreaux dans cette chambre. Et de ce fait, ils peuvent planifier de manière beaucoup plus précise le décommissionnement du cuivre sur leur réseau. Donc c'est un sous-produit, c'est de ce jumeau numérique partiel, mais qui a le mérite d'exister. Voilà, je m'arrête là. Merci, c'était très important ce que tu as dit là, rappelé, et en même temps, justement, on voit l'avancée, on parle de la dépose du cuivre, vous vous rendez compte? Et donc, pour toujours conclure sur cette question-là, par rapport à cette question-là, Xavier, ton avis, 2 minutes par rapport à donc, peuvent être le côté certaines défaillances techniques peuvent être identifiées, voire anticipées grâce à l'IA? Disons que oui, l'IA permet justement, si de fait on a des données fiables sur lesquelles on peut se reposer, d'identifier la surface de la panne, de l'incident, éventuellement d'être plus précis dans sa localisation. Bon, de nouveau, au début, ça s'appelait du big data, mais avec l'IA aujourd'hui, on peut espérer d'avoir du calcul qui soit plus fiable ou plus rapide, ou en tout cas qui puisse être étendu à l'ensemble du réseau assez rapidement. Mais comme cela vient d'être évoqué, bon, tout ça dépend de la qualité des données, parce que finalement, là-bas, ce sont également des règles de bonne gestion. Ces règles de bonne gestion existaient hier, elles existent demain, et l'IA doit justement permettre de faciliter ou d'industrialiser toutes ces règles et les automatiser, donc finalement de réduire la durée de la panne et d'améliorer la qualité finalement du service au client. Merci pour ton témoignage. Et bon, cher public, vous avez pu voir que ça y est, j'ai eu encore un nouveau panéliste qui m'a rejoint, la personne donc de Mathieu, le directeur donc exploitation et maintenance du SIA. Et donc j'ai demandé à ce qu'il vienne. Pourquoi? Parce que
D'abord, bon, pareil, hein, comme pour les autres, vous pouvez aussi vous présenter et nous dire sur l'échelle de 1 à 10 comment l'IA rentre dans votre organisation un petit peu par rapport à ça. Et puis ensuite, on vous écoutera pour à peu près 5-6 minutes de témoignages sur ce que vous en faites déjà de l'IA et qu'est-ce que vous comptez en faire, notamment. Alors bonjour à tous, donc Mathieu Fly, je suis en charge de l'exploitation au niveau du réseau Lien. Donc nous, on est un OI d'envergure départementale, donc sur le département de l'Ain, peut-être le plus petit OI exploitant en France, en plus public. Pour donner un ordre d'idée, nous, notre cible, le département, c'est 365 000 lignes à déployer. On en est à 335 aujourd'hui, avec 175 000 clients raccordés à date. Donc, nous, alors pour répondre à la question sur l'échelle d'implémentation de l'IA chez nous, par rapport aux autres, on est très bas, je dirais peut-être 1 ou 2, quelque chose comme ça, parce que, je vais l'expliquer, alors on a commencé à mettre les pieds dans l'IA au travers des services d'Inveniam d'ailleurs, parce qu'on utilise leur solution d'analyse d'image sur les CRI photos transmis par les opérateurs stock dans le cadre des raccordements. Mais ce n'est pas sur ces cas d'utilisation que je voulais détailler le plus. En tout cas, ça marche très bien. On vous a mis un slide. Ouais, c'est là où ouais, très bien. Voilà. Bon, alors je vais détailler tout ça. En fait, nous, l'idée, on est parti du fait que on a quelques geeks et des gamers dans l'équipe. Et entre deux parties de Call of Duty à la maison, ils se sont rendus compte qu'ils avaient quand même des GPU dans leur PC et qu'ils pouvaient faire des choses intéressantes avec. Donc on a commencé à mettre un peu les mains dans le cambouis, on voulait comprendre comment marchait l'IA générative, et donc plutôt que d'utiliser des LLM disponibles publiquement, on a voulu voir si on pouvait construire quelque chose. Donc on a commencé à installer des LLM, des interfaces qui permettent de dialoguer avec des LLM, donc des interfaces homme-machine. Et en fait, on s'est vite rendu compte que finalement, dans le monde open source, il y a des choses qui marchent assez bien pour pas grand-chose. Voilà, en 2-3 soirées, avec quelqu'un qui sait un peu mettre les mains dans le cambouis, il arrive à faire quelque chose qui tourne à peu près. CLM, c'est bien, on peut causer avec, mais on se rend compte que c'est très généraliste. C'est ce qui avait été dit tout à l'heure. Et ce qu'il y a de bien, en tout cas dans certaines solutions qu'on a pu tester, c'est le concept de RAG, pour Retrieval Augmented Generation, donc la génération augmentée par la récupération de données. Finalement, c'est le fait de dire le modèle de langage qu'on va utiliser, il n'a pas été entraîné sur des données de votre entreprise, a priori en tout cas, parce qu'elles sont internes chez vous, elles sont privées. En tout cas, je vous le souhaite. Et donc, l'idée, c'est que pour donner de la connaissance au LLM, on peut la connecter via des connecteurs à des bases de données ou des API, des outils métiers. Et c'est ça qu'on a découvert, en tout cas rapidement, et qui nous a... en tout cas, on s'est rendu compte qu'on pouvait l'appliquer facilement à des cas d'usage au sein du SUA. Donc nous, les deux cas d'usage, en tout cas dont je voulais parler là, parce qu'on en a imaginé plein, là on a un peu ouvert la boîte de Pandore, c'est plutôt des cas d'usage liés à la supervision du réseau FTTH. Donc nous, on a une équipe de supervision qui traite tous les incidents réseau 24/24. Et ce qu'on on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de procédures, en fait. C'est-à-dire qu'au fil des années, là, ça fait une quinzaine d'années, presque 20 ans maintenant, on supervise un réseau. On a un mode opératoire, je crois qu'il doit faire 200 pages, où on définit toutes les opérations, toutes les actions qui doivent être réalisées en fonction d'un événement. Et alors ça, pour des gens qui baignent dedans constamment, en journée particulièrement, où il y a beaucoup d'événements, en pratique, on se rappelle des procédures. Mais dès qu'on est la nuit, ou dès qu'il y a des nouveaux intervenants qui arrivent, là, à chaque fois, il faut ouvrir la Bible, comme certains l'appellent, pour se rappeler de ce qu'il faut faire. Et donc là, c'est le premier cas d'usage auquel on a pensé, c'est de dire, on peut connecter ce mode opératoire, qui est une base de connaissances, à un LLM, et même connecter ça à un outil de supervision qui va récolter les alarmes et qui saura dire rapidement à un technicien quelle procédure je dois appliquer face à telle alarme. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est des choses qu'on a maquettées. Et le deuxième cas d'usage qui se rejoint un peu avec le premier, toujours au niveau de la supervision chez nous, c'est finalement
Sur les réseaux FTTH, on a beaucoup d'accidentologie. Hein, pas aller vers des sujets qui fâchent trop, mais en tout cas, voilà, il y a des événements sur les réseaux FTTH. On a beaucoup d'outils pour tracer différentes actions, que ce soit des interventions programmées, des interventions de dépannage curatives, préventives, des raccordements, des événements extérieurs, les climats, etc. Et ce qu'on constate là depuis quelques mois, c'est une forte montée en puissance des sollicitations extérieures, que ce soit des clients finaux, de notre direction, des élus du SIEA, des élus locaux, voire même des députés ou des sénateurs qui sont parfois interpellés en disant mais qu'est-ce qui se passe sur tel secteur? Il y a des déconnexions, faites-nous un topo sur ce qui se passe. Et donc on a nos équipes de supervision qui sont normalement occupées à diagnostiquer les événements présents pour lancer des actions correctives. Et on leur demande finalement d'aller regarder dans le passé ce qui s'est passé et de faire un peu un post-mortem pour dire, bah voilà, alors là, a priori, oui, effectivement, il y a eu un raccordement au moment où vous êtes tombé en panne, mais je dois croiser peut-être 4, 5, 6, 10 outils pour faire un état des lieux. Et ça prend 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, selon l'étendue un peu des dégâts. Et donc là, l'idée, c'est aussi de dire un chatbot dans les mains d'un technicien de supervision, je veux savoir ce qui s'est passé à tel endroit, et ça, c'est connecté à des outils métiers, et ça peut aller faire des requêtes automatiquement dans les différents outils. Donc ça, je ne sais pas si j'ai trop débordé, Didier, mais en tout cas, c'est deux cas d'usage auxquels on a pensé. Alors, je dis on a pensé parce qu'on a commencé à maqueter, on a fait du POC, mais pour le moment, on n'a pas sauté le pas de mettre tout ça en production. Voilà. Mais c'est très bien parce que on s'est toujours posé la question un petit peu qu'est-ce que les collectivités locales ou territoriales et tout là, enfin bon, les donneurs d'ordre, ces OI qui gèrent les réseaux et tout ça, est-ce qu'ils en avaient vraiment utilité? Est-ce que l'IA, ça pouvait leur servir ou pas? Et là, je pense que tu viens d'illustrer totalement et donner peut-être des idées à d'autres qui n'y ont pas encore pensé. Je crois que, bon, je pense que tout le monde a un peu là-dessus. Donc, justement, je vais donner tout de suite la parole, disons, à le côté ceux qui sont sur le terrain, entre autres, donc l'OI en premier, puis ensuite les fournisseurs de logiciels là-dessus. Donc, je vais demander donc à Nicolas Delmas de s'exprimer sur le fait que l'utilisation de l'IA donc par les techniciens dans le déploiement, par exemple, ou la maintenance derrière, est-ce que ça leur permet d'améliorer leur productivité, voire d'optimiser la qualité du réseau, par contre, ou sa résilience? Avez-vous des exemples par rapport à ça? Et justement, je pense que ça aura une corrélation avec ce que tu viens de dire de ton côté. Donc, je pose la question déjà à Nicolas. En effet, alors pour peut-être refaire un peu l'histoire, mais je voulais utiliser un exemple très concret qui est le CERIC dont on parle depuis quelques instants là, mais j'ai notamment participé depuis plusieurs années au groupe qu'on appelle le groupe Interop Fibre qui crée les logiciels d'interface entre OI et OC, et donc a été notamment actif dans la création de ce protocole qui a vraiment eu cette utilité d'avoir cette notion de jumeau numérique, ou en tout cas d'un outil de contrôle. Alors je l'avais appelé l'œil de Moscou pour l'OI sur les interventions des techniciens, parce qu'en réalité, ce que ça a permis, c'est d'avoir une capacité par l'OI de superviser les interventions sur le réseau, et donc d'ensuite de pénaliser potentiellement celui qui a opéré de la mauvaise manière, ou qui a été jusqu'à dégrader un objet du réseau, pour lui demander de le corriger, voire de le pénaliser au portefeuille s'il n'a pas opéré correctement aux corrections. Donc on a finalement pu constater assez rapidement que cette dynamique de supervision renforcée a fait réagir les OC, qui se sont eux-mêmes dotés en réaction d'outils complémentaires pour guider les techniciens dans une forme de capacité à ne plus faire autant de dégradation ou de malfaçon sur le terrain. Et finalement, il y a quelque chose qui a été assez comment dire, constructif dans toute cette démarche, c'est que ça a fait monter le niveau général de par cette capacité à avoir une vision du terrain renforcée. Je pense que c'est un point de vue assez concret qui illustre de la capacité de l'IA à apporter de la qualité dans les interventions. Non, mais tout à fait. C'est vrai que ça a un peu révolutionné
des modes des pratiques, des modes de processus et des trucs-là. Enfin bref, ça a été une réponse qui apparemment bon, fonctionne bien et donc voilà, elle a le mérite d'exister. Et merci d'y avoir tous participé. Enfin, les OI, vous y avez participé notamment fortement à ce que ça vienne se mette en place. L'avis de Xavier, le côté bureau d'études par rapport à ça, par rapport à ce que je viens de demander, est-ce que vous, peut-être vous n'avez pas grand-chose à dire dessus, je ne sais pas, est-ce que vous vous rendez compte ou pas que ça améliore la productivité, tout ça, la résilience? Absolument. L'IA permet vraiment de guider et contrôler la qualité du travail du technicien sur le réseau, en fait, même à chaque étape. Et à la limite, si certaines étapes sont un peu déficientes, on peut proposer à ce technicien une mini-formation sur la partie sur laquelle il est moins efficace. Alors, peut-être que dans le passé, au niveau des techniciens également, s'il leur fallait du support, ils appelaient un NOC ou un expert. Jusqu'à récemment, à la limite, ils faisaient aussi un appel vidéo pour avoir le support de l'expert. Demain, on peut très bien envisager que c'est un outil lié, une application liée à la réalité augmentée qui aide justement le technicien à faire sa tâche. Et donc, quelque part, on améliore la qualité des opérations. On peut aussi s'assurer que le technicien ne... Précédemment, on avait des logiciels qu'on appelait RPA qui étaient des algorithmes simples. Désormais, on peut faire du RPA qui intègre de l'IA. Et donc, on est capable d'aller automatiser des tâches aussi. Donc, la partie RPA, c'est la robotisation hein, des tâches pour les acronymes, pour vulgariser l'acronyme. Donc, quelque part, on a aussi cette part prédictive qui permet de mieux prédire aussi l'avenir. Donc, nous, on a expérimenté également cette partie prédictive dans les inducteurs métiers pour avoir une approche budgétaire plus fiable, pour mieux anticiper le futur. Donc, je dirais que ça à bon usage et effectivement avec une data qui permet de le faire. On peut activer des leviers effectivement de performance opérationnelle, d'amélioration de la qualité et de meilleures prédictions pour une meilleure rentabilité quelque part derrière des ressources. Et donc sur les équipes RH, ça peut aussi permettre d'optimiser les ETP dans certains domaines. Alors, j'en profite, je continue hein, avec toi pour une raison toute simple, c'est que moi, le côté RH, ça m'intéresse d'autant plus aussi sur le côté formation. On a attribué la non-qualité des réseaux ou quelques incidents trop nombreux constatés là-dessus à la non-qualification d'un certain nombre de personnel sur le terrain. Et c'est vrai que, on sait, comme exemple, je suis en train de me dire, on a commencé à préparer des formations adaptées à ceux qui font du raccordement client 15 ans après qu'on faisait déjà du raccordement client. C'est sorti c'est pas vieux que justement les centres de formation ont fait des modules de formation adaptés. Et l'arrivée de l'IA, bon, la question que je te posais tout à l'heure, c'est que l'arrivée de l'IA, la façon dont elle a été perçue par le personnel, et est-ce qu'ils sont accompagnés? Est-ce que vous les avez formés? Est-ce que vous les... Comment est-ce que... Moi, je ne voulais pas dire quelque chose de trivial, mais moi, quand j'étais dans les télécoms, j'y suis encore. Mais enfin, moi, j'y ai quand même travaillé très longtemps. On disait ben, une formation au cul du camion. En gros, voilà, le truc arrive, paf, voilà, écoute, voilà comment on se sert de ça. Est-ce que c'est ça la formation à l'IA ou est-ce qu'il y a quand même des choses? Parce que je vais vous dire, je ne vais rien vous cacher. J'ai fait la tournée de tous les centres de formation de France pour savoir s'il y avait des modules de formation adaptés. Il n'y en a pas un qui m'a dit oui. Et pourtant, des grands réseaux. J'ai interrogé des grands réseaux. Donc, comment vous faites? Alors, c'est à moi que tu t'adressais. Oui. Pour la question, oui. Alors, nous, en fait, modestement, le mode OI ne représente plus qu'une part très faible des interventions sur de raccordement. Donc, je ne peux pas parler à la place des OC qui ont la responsabilité du mode stock et donc de la formation des intervenants qu'ils ont derrière. On essaye effectivement d'agir en accompagnement pour les inviter à avoir une forme de certification des techniciens qui interviennent sur le terrain. On a travaillé aussi à quelque part
pénaliser les secteurs où on constate que un groupe d'intervention reproduit régulièrement des pannes sur le réseau, mais on est dans un rôle dans une relation de sous-traitance, et donc sur ce plan, je ne peux pas répondre à leur place complètement. Cependant, sur le mode OI, donc là où on a encore des interventions par nos propres techniciens, on a effectivement travaillé sur les parcours du métier. Et donc, avoir une forme de capacité à ce que le technicien soit totalement guidé via l'interface. Donc, Aloïs parlait tout à l'heure de rendre sexy quelque part l'accès à l'IA pour qu'elle soit utilisée. Il y a un vrai sujet autour de ça, c'est qu'effectivement, un outil ne peut être utile que s'il il apporte de l'intérêt. Si on en fait comment dire, un outil de répression, on va évidemment faire beaucoup moins adhésion à son usage. Donc, il y a aussi des évolutions logicielles au-delà de l'IA qui doivent être travaillées pour mieux guider les parcours métiers. Je pense à Immutation, par exemple, qui est un outil assez central dans l'intervention du technicien. Et peut-être que l'IA, d'ailleurs, peut avoir une valeur ajoutée, effectivement, en y annexant. Xavier parlait de modules de formation ciblés au moment où le technicien est dans un parcours et qu'il est bloqué dans son parcours, en y insérant à cette étape le petit insight qui lui permet d'avoir la bonne information. C'est effectivement un axe d'amélioration, je pense, à travailler en termes d'amélioration continue pour toujours permettre d'avoir un parcours le plus guidé possible et sécuriser au maximum ce que le technicien va pouvoir faire sur le terrain. D'accord, merci. Je te remercie justement de ta franchise et en même temps. Et donc, Loïs, tu voulais rajouter? Oui, je voulais juste rajouter parce qu'effectivement, il y a quand même des acteurs qui proposent des modules de formation. Et je sais qu'en France, notamment dans le cadre des raccordements, Circe par exemple, ça fait partie du cursus des techniciens, des différents outils. Alors, est-ce que c'est complètement généralisé à 100% des techniciens partout en France? Certainement. Et par ailleurs, nous, on voit d'autres clients, alors pas forcément en France. On travaille avec un certain nombre de ces sous-traitants, Solutions 30 Circe, un peu partout en Europe, voire ailleurs. Et en général, ça marche bien quand c'est intégré effectivement quand même dans la formation. Donc on le voit par exemple nous sur le déploiement de compteurs connectés. C'est pas la même chose exactement qu'un raccordement, mais c'est pas très différent au final. Et il y a voilà tout le processus de qualité est vraiment digitalisé dans l'IA. Et du coup, ça fait. Et donc, ils ont une formation et l'IA, ils sont à la fois formés à l'utilisation du logiciel d'IA et ça marche bien. Et en fait, on voit qu'assez rapidement, à la fois, ils intègrent l'utilisation de cet outil et ils adaptent leur utilisation, leur prise de photo pour que l'IA comprenne mieux ce qu'ils sont en train de faire. Je trouve ça intéressant. Et par ailleurs, ça les aide aussi à appréhender les règles de qualité parce que ça fait finalement quelque chose de très objectif qui dit voilà, c'est le standard de qualité. Puis je peux le tester dans différentes conditions dans mon labo et je vais voir si c'est bon ou si c'est pas bon, quoi. Donc ça permet d'aller encore plus vite sur des travaux pratiques. Et ça, on l'a vu en Belgique, en Irlande, en Angleterre. Et honnêtement, ça marche très bien. Donc ce serait effectivement intéressant que ce soit généralisé un peu partout dans les cursus. Ah, ça, on va voir ça, tout ça. Donc, écoutez, on arrive au terme là-dessus parce que les autres questions elles ont été incluses dedans et vous y avez répondu, je vais vérifier. Par rapport à ça, donc on en arrive à la conclusion, 1 minute chacun, sur lequel je vais vous demander de dire un petit peu ce que vous avez ressenti par rapport à cette table ronde notamment. Et enfin, sur ce mot de conclusion, l'utilisation de l'IA réduit le temps d'attente et les coûts opérationnels tout en permettant aux agents donc, humains de se concentrer sur des tâches les plus valorisées. Ça vous fait penser à quoi? Est-ce que ça vous inspire? On n'est pas très loin bientôt du bac philo. Donc, je vous laisse que 1 minute pour répondre là-dessus et ce sera votre conclusion. Okay. Donc, vas-y. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Bah oui, c'est vrai. Et donc, si je devais retenir quelque chose de cette table ronde, je dirais qu'il y a le côté qualité des données. Enfin, je veux dire, le préalable à ce que ce soit vrai, ce postulat, en tout cas cette conclusion, c'est la qualité des données, le jumeau numérique pour moi, et l'adoption, rendre l'utilisation de l'IA désirable au travers non pas juste de l'IA, mais aussi des outils qui sont autour et de l'expérience utilisateur. Et puis enfin, je voulais juste rebondir sur le point initial du keynote sur la partie frugalité et impact carbone. Il y a aussi un enjeu à faire tourner ces IA qui
alors moins gourmande, beaucoup moins gourmande que l'IA générative, mais sur les téléphones des techniciens, avec des modèles qui sont plus petits, pour aussi minimiser cet impact. Mais ça a le bon goût d'aussi améliorer la désirabilité et l'expérience utilisateur pour les techniciens, donc c'est ce qu'il faut faire. Merci à toi par rapport à ça. Donc, je demande à Xavier là-bas qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il peut dire sur cette comme mot de conclusion. Mais sur la partie formation des techniciens, je crois que tout le monde a bien compris l'avantage de l'IA. Au lieu d'avoir une formation, je ne vais pas dire généraliste, mais en groupe pour tout un service dans des bureaux, on peut vraiment, à l'aide de l'IA, se focaliser sur des micro-formations, sur ce que le technicien doit vraiment apprendre pour être plus efficace. Et je ne crois pas que ce sera vu comme un contrôle, mais voilà, comme un accompagnement, et pour moi, ça sera bien pris par le technicien. C'est pas une action punitive. Non, non, pas du tout. Bon, très bien. Ahmed? Alors, moi, le fond de ma pensée, c'est que l'IA, c'est une révolution industrielle, comme on a vu au 19e siècle avec la création de l'électricité, au 20e siècle avec l'arrivée d'Internet, et ceux qui vont rater ce virage vont rater des grosses opportunités. C'est le fond de ma conviction. Là, je vais lister rapidement quelques valeurs que l'IA ramène et que lui, ça a rappelé également. L'impact écologique, il est très important aussi de l'IA comme elle est présentée aujourd'hui avec l'IA industrielle et pas générative. L'impact de l'inclusion sociale, moi je la résume en un seul mot. L'IA aujourd'hui pour le terrain, pour les activités terrain, permettra de contrôler, écoutez-moi bien, contrôler l'ubérisation du travail terrain. On ne va pas s'y échapper, il y aura l'ubérisation du travail terrain. L'IA va permettre de le contrôler. Merci toi. Nicolas, depuis Rouen. Depuis Rouen, en effet. En conclusion, effectivement, je rejoins tout ce qui a pu être dit. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a un sujet d'acculturation aussi. On l'a rappelé à travers cet aspect formation qui doit être opéré pour que l'usage de l'IA fasse adhésion. Moi, ce que je retiens en fait, de cette arrivée de l'IA dans nos usages, et dans l'usage terrain en particulier, c'est qu'on va être effectivement capable d'optimiser au mieux les processus terrain, et comme ça vient d'être dit, effectivement de mieux cadrer ce qui alors le terme ubérisation, je pense qu'il est approprié, puisqu'en effet, c'est ce qu'on constate. Hein, les techniciens sur le terrain sont dans des rangs de sous-traitance, parfois à plusieurs rebonds, et donc effectivement, je pense que plus on va être capable de guider l'intervention, mieux ce sera. Donc optimiser les interventions. Donc en permettant d'augmenter cette qualité opérationnelle, hein, via un meilleur outillage, et l'IA fait partie d'une capacité à mieux outiller les techniciens en étant au plus proche de son usage. Très bien, bien vu. Mathieu, un petit mot de conclusion. J'ai un mot de conclusion de notre côté, c'est qu'on va continuer à maqueter ces projets. On compte sur toi, et que tu viennes nous le représenter, que tu viennes lors de notre événement nous le présenter. Avec plaisir. En tout cas, nous, l'objectif de cette maquette, c'est aussi de convaincre nos dirigeants d'investir un peu dans le sujet. Ah ben oui. Mais je pense que peut-être le mot que je voulais aborder, c'est que vu de notre porte, il y a des solutions qui sont facilement accessibles, déployables, peu coûteuses, et on n'est pas obligé de déployer des baies de 150 kg pour commencer à démarrer dans l'IA. 1 ou 2 GPU, ça peut commencer à mettre le pied à l'étrier, à tester des choses. Et peut-être, s'il me reste encore 10 secondes, on n'en a pas trop parlé, mais sur le plan RH, moi je le vois aussi comme finalement, si on n'apporte pas la solution, quelque part, nos agents, ils iront chercher cette solution par leurs propres moyens, par des moyens qui ne seront peut-être pas
autant cadré que si c'est la structure qui l'apporte. Oui. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Hein, donc oui, la qualité de source de données. Oui, ou c'est que si c'est pas la structure qui apporte une solution IA, ils iront chercher une solution IA par eux-mêmes, hein, parce qu'ils ont besoin de rédiger un courrier en vitesse et qu'ils n'ont pas le temps, et donc ils feront fuiter des informations, du code source s'il y a des développeurs. Voilà. Donc c'est aussi important d'être moteur. Alors, par hasard, est-ce qu'Erwan, tu es encore là? Oui, je suis toujours là. Alors, justement, parce que je voulais entendre ton mot de conclusion, parce que tu as entendu tous les débats, ne serait-ce que, moi, il y a un truc qui me... Je ne veux pas mettre le pavé de la mare comme ça et le dire, mais on a dit par rapport au cuivre, la fibre, c'était la panacée parce que justement, c'était moins énergivore. Là, le côté carbone et ça, on divisait par 4 et tout ça, on en a fait tout un truc par rapport à ça. Et donc là, vous deviez vous réjouir. Je pense côté ADEME, dire c'est génial, il déploie un réseau qui va moins dépenser. Et depuis tout à l'heure, chaque fois, on me parle électricité, consommation là-dessus. Est-ce qu'ils t'ont rassuré? Est-ce que ce qui a été dit, là, au moins sur la table ronde numéro 2, t'a rassuré? D'un point de vue environnemental, non, pas trop. Et sur la question. Je savais que j'allais plomber. Je savais que j'allais la plomber, la salle. Non, mais sur la question du cuivre remplacé par la fibre, on est typiquement dans des effets rebonds qui sont connus depuis l'ère industrielle au 19e siècle. C'est-à-dire qu'effectivement, on gagne en efficacité, mais les usages ils explosent tellement que au global, on est sur des croissances. Donc, il va falloir s'adapter à un monde à plus 4 degrés. Donc, c'est s'adapter aux tempêtes, s'adapter aux inondations, à tout ça. Il va falloir aussi... D'où la résilience des réseaux, travailler sur Exactement, la résilience des réseaux. Non, mais il y a un gros travail d'adaptation des réseaux. Nous, on commence à travailler là-dessus. Je sais qu'il y a des acteurs comme Orange qui bossent là-dessus parce que ça va être un vrai sujet dans les années à venir. Et puis, la question aussi un peu de la sobriété ou du questionnement du besoin. Est-ce qu'on a besoin d'un char d'assaut pour avoir une utilisation qui mérite pas l'utilisation d'un char d'assaut? Et puis troisième chose, il y a le Green IT et donc notamment il y a des travaux IA frugal avec une norme AFNOR sur lequel on a travaillé et c'est peut-être là qu'il faut aller vers des IA plus frugales et vers des IA qui sont plus spécifiques, c'est-à-dire qui reposent moins sur des modèles extrêmement larges comme ChatGPT qui permettent de tout faire, mais dont on n'a pas besoin, quoi. Donc, d'accord. Il y a du travail. Écoute, c'est très... Non, je ne veux pas plomber quand même la réussite de cette table ronde complètement en disant que c'est noir chez noir. Mais bon, justement, on va voir ce que justement le délégué général adjoint de la VICA a pensé de ce qui a été dit aussi, si ça va dans le même sens et s'il a quelques alertes. Je lui donne 5 minutes max. 5 minutes, pardon, 5 minutes pour résumer. C'est pas mal. Un peu court. Oh ben non. Je voudrais juste déjà faire un petit parallèle entre les deux tables rondes, même si la conclusion va concerner évidemment la seconde. On a parlé tout à l'heure dans le cadre des data centers du delta. J'ai fait le parallèle avec le delta SI terrain. Voilà, c'est quelque chose qui est important et de voir que vis-à-vis des data centers, on se retrouve avec la même chose, notamment pour les jumeaux numériques. Bon, c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui est assez structurant et qui est identique pour nos réseaux. J'ai noté également la notion de certification pour les data centers, ce qui est le bienvenu. Enfin, je ne vais pas parler de la labellisation QPF, mais quelque part, en tout cas, ce n'est pas les acteurs du domaine qui se sont mobilisés spontanément sur le sujet. Bon, voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Et également sur la notion de résilience, puisqu'on voit que sur la partie data center, la résilience a également été prise en compte assez tôt, finalement. Alors, encore une fois, je vais essayer d'être très rapide. On voit que la mise en œuvre d'outils d'IA offre des perspectives intéressantes et passionnantes, enfin, en ce qui me concerne, mais je crois que tout le monde évidemment pense la même chose, avec d'ores et déjà des applications qui sont concrètes. Bon, il y a les séries photos, mais on a vu avec le SIEA qu'il y a des choses qui sont à venir et pour lesquelles on va revenir un petit peu dessus. Ça va nécessiter un certain nombre de choses. Donc, les séries photos, on va dire que nativement, évidemment, l'IA a permis, de par le volume, de faire des traitements intéressants.
Il y a des expérimentations sur le suivi des infras aussi, également, dans le temps. Donc PM, PBO, POTO, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est passionnant et qui est très intéressant et impactant sur la vie du réseau. Voilà. Parce qu'effectivement, de suivre l'évolution de ce patrimoine, si on se positionne vis-à-vis des délégants, enfin, je parle des RIP notamment, c'est quelque chose qui est essentiel et c'est un vrai pari d'être en mesure de le faire sur 15 ans, 20 ans, 25 ans, voire plus pour certaines DSP. Et là, l'IA doit pouvoir apporter quelque chose. Il y a la vision de l'état du réseau à proprement parler, là aussi. Donc, c'est vraiment exploitation-maintenance. Donc là, il y a sans doute des apports que doit pouvoir apporter l'IA, notamment pour les délégataires, mais également pour les délégants. Donc ça suppose également des échanges d'informations, on le verra après, mais OI, OC. C'est quelque chose qui est important pour les parties patrimoine. Les perspectives, donc évidemment, sur la mise à jour des référentiels. On a parlé beaucoup du référentiel tout à l'heure. C'est là aussi, je pense, un apport très intéressant sur le croisement d'outils qui sont utilisés par les OBI. Hein. C'est souvent une multitude de briques de SI qui sont imbriquées les unes aux autres et d'arriver à faire dialoguer un petit peu tout ça, d'en retirer la substantifique moelle et de venir alimenter des référentiels. On va dire que c'est un sujet là aussi qui va nécessiter beaucoup d'énergie. J'ai noté aussi l'implémentation dans les échanges OI-OC, on en a parlé tout à l'heure, le groupe Interop Fibre. Alors aujourd'hui, ce groupe Interop Fibre, c'est des travaux qui sont sous l'égide de l'ARCEP. Bon, on n'a pas trop de visibilité, on va dire, sur ces travaux, même si l'ARCEP a mis en place une page qui montre un petit peu tous les travaux, mais voilà. Donc en tout cas, évidemment qu'il faut que ce soit pris en compte. De la même manière que sur un certain nombre de sujets, en fait, les traitements étaient faits sur la partie déploiement et qu'à un moment donné, il faut migrer sur cette partie exploitation vidéo réseau. Je pense que sur le groupe Interop, il va falloir, ça c'est déjà fait en partie, mais il va falloir le faire et l'accélérer et apporter de la visibilité à ces travaux. On parlait tout à l'heure notamment de immutation. Bon, on ne va pas revenir trop sur cet outil, mais il y a e-intervention, il y a e-intervention V2. C'est important là aussi de voir ce qu'implique la mise en œuvre j'accélère. La mise en œuvre de ces outils. Maintenance préventive, prédictive, là aussi l'analyse de l'incidentologie ou de l'accidentologie, on va dire au fil du temps, et d'arriver à en retirer, on va dire, des informations qui permettront d'alimenter l'analyse par l'IA. Voilà, il y a sans doute aussi des choses très intéressantes. Sur la partie résilience, on en a parlé tout à l'heure, le fait de pouvoir croiser alors on va parler de jumeaux numériques. Alors je ne vais pas parler de Grasberger, mais pour moi, c'est dans l'idée, en tout cas à l'époque, c'était quelque part un petit peu jumeaux numériques, entre guillemets, mais d'être en capacité de croiser cette base numérique avec d'autres bases. Pour la résilience, c'est la partie météo. On voit que ce n'est pas simple, parce que l'accès aux informations météo n'est pas forcément égalitaire, on va dire, sur le territoire. Mais en tout cas, il y a tout un tas d'informations, et de pouvoir échanger avec tout ça, ça va nous apporter tout un tas de bonnes choses. Qu'est-ce que j'avais noté autrement? Alors évidemment, puis d'y faire des traitements en termes de corrélation, de pouvoir avoir des algorithmes pour pouvoir prédire ce qui a été fait, notamment sur l'essai côté SIE. L'historisation, la classification des données aussi constitutives des réseaux. Bon, je reviens un petit peu, ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, la vision, enfin moi c'est ce que j'appelle la photo évolutive du réseau. Voilà. Là, il y a quelque chose sans doute qu'il va falloir faire, alors notamment je parle pour les délégants, hein, pour que aussi les délégants aient cette vision sur leur réseau, parce que finalement c'est bien leur réseau, c'est leur patrimoine, et cette notion de patrimoine elle est essentielle. Et cette historisation et classification, c'est vraiment un enjeu, là aussi, je parlais d'une échelle de temps de 20, 25, 30, voire 35 ans sur certaines DSP, vu le turnover des équipes, que ce soit au sein de l'équipe, au niveau des délégants ou du délégataire, ça va être un enjeu aussi capital quand il va falloir reconstruire, ce que tu disais tout à l'heure, reconstruire l'historique pour se dire mais pourquoi on a eu ça, etc. etc. Voilà, donc la partie, ce qui a été dit là sur la partie SIEA est aussi très importante. Néanmoins, alors, ça pose quand même des questions, hein, clairement, là-dessus, sur l'homogénéisation des pratiques. Parce que là, effectivement, il y a des choses qui ont pu être réalisées par des OI, sous forme d'expérimentation, par des collectivités également sous forme d'expérimentation, mais à un moment donné, il faut passer au stade où on arrive à échanger sur ces pratiques pour faire en sorte que la mise en œuvre soit, on va dire, harmonisée ou homogénéisée sur le territoire. C'est pour ça que j'en reviens sur le groupe Interop auquel je faisais référence tout à l'heure. Il va falloir là aussi, c'est peut-être un petit peu trop tôt hein, sur la mise en œuvre de ces outils,
et de voir comment on est sûr que finalement, sur l'ensemble du territoire des acteurs, qu'on a bien la même réponse à une sollicitation. Voilà, il y aura également le garder, alors ça, je pense que c'est important, mais ça va au-delà de nos métiers, hein, mais de garder un contrôle constant sur les outils qui sont mis en œuvre. On voit que ce n'est pas simple. Il y a des outils qui sont mis en œuvre aujourd'hui. L'outil dépend d'une structure X, mais demain, il peut dépendre d'une structure Y, avec une politique qui peut être parfois différente. On le voit. Ou Z. Validation et qualification de la donnée, bon, ça c'est essentiel. Là, je n'ai pas la réponse, mais on voit bien qu'effectivement, c'est un point qui est particulièrement important également. Formation des personnels. Alors, j'avoue que pour moi, ça fait partie des fondamentaux, en fait, hein, tout ça. On voit bien, on ne va pas revenir sur les différents sujets au niveau qualité. Je ne sais pas si l'IA, comment dire, sans vouloir rentrer trop dans le détail, mais on va dire que certains des soucis qu'on subit en fait aujourd'hui sont liés à des manques de formation, certes, de qualification, mais également aux conditions d'intervention des personnes, hein, notamment sur l'aspect budgétaire. Donc, OK, on va encore leur demander des choses supplémentaires, on va mettre des outils qui vont leur permettre de faciliter certaines choses, mais à un moment donné, ça va sans doute pas forcément avoir les résultats escomptés. L'empreinte environnementale, là, je pense que là aussi, c'est important parce qu'en fait, on parle beaucoup de ChatGPT, d'IA générative, je dirais globale. Sans doute que pour nous, et là, ce que tu parlais de RAG tout à l'heure, il y a des choses qui sont aussi essentielles et peut-être, pourquoi pas, arriver à un moment donné à avoir peut-être une IA qui sera un petit peu dédiée, pourquoi pas, aux problématiques ou aux contraintes qu'on a dans notre domaine et sur lesquelles on pourrait se connecter et partager. Pourquoi pas, hein, c'est un peu de prospective. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Assurer la formation et qualification des personnels. Bon, OK, c'est bien. Voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais noté. Mais c'est pas mal déjà. Hein. Je trouve que quand même, t'es le bon. Non, t'es bon non, pour non, ça. mais, voilà. Je pense voilà, il y a tout un tas d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, c'était le. Non, mais Oui. on peut l'applaudir parce que quand même, refaire une synthèse, je suis au moins sûr qu'il y en a au moins un qui a tout suivi, pendant tout cet après-midi, parce que pour avoir noté autant, c'est super. Et pour revenir juste quand même sur la TR1, c'était passionnant aussi de voir l'impact de l'IA sur les data centers. Voilà, je voulais le redire, je voulais remercier en tout cas les personnes qui sont intervenues, notamment les échanges interbaies. J'avoue que j'ai découvert un peu ça parce que je ne pensais pas que ça avait un impact là-dessus, y compris un impact aussi physique sur l'interface entre les baies. Alors, une chose, c'est qu'avant que je remercie tout le monde d'avoir participé, je pense qu'il y a un slido. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a le temps déjà ou pas? Tu donnes le réveil, non, ça va. Alors, tu vas. Bon. Je remercie Mathieu parce qu'il a le train, là dans quelques minutes. Donc, merci en tout cas de ta présence, tout ce que tu nous as amené, c'était très bien. À très bientôt, hein, Mathieu. OK, donc première question. Les prises de vue peuvent-elles être envoyées directement sur serveur sans rester stockées sur le device du technicien? C'est OK? Oui, enfin ça peut être complètement le cas. Nous, par exemple, on a des clients qui acceptent que le technicien puisse prendre des photos dans sa galerie pour les uploader plus tard parce qu'il n'est pas dans des conditions de connectivité qui lui permettent de le faire. D'autres qui empêchent le fait de pouvoir stocker dans la galerie, donc la photo va directement sur le serveur, il y a une réponse. Et voilà, c'est pas stocké. Donc tout ça, c'est des choses qui sont faisables et faites. Ça dépend des conditions de terrain, on va dire. Alors, une question sur la confidentialité des informations. Comment garantir la confidentialité des informations traitées par une IA développée par un tiers, possiblement extra-européen? Alors la question, si j'ai bien compris, c'est comment garantir la confidentialité dans le cas où l'IA est développée par un tiers qui n'est pas dans la communauté européenne, c'est ça? Oui. Et pas possible, en fait, de garantir la confidentialité dans ce cas, simplement. Je pense que, en tout cas, sur l'IA qu'on connaît aujourd'hui pour le FTTH, que le computer vision, que ce soit DIPO, que ce soit nous, développe en France et
Et le fait qu'il y a des entreprises comme IQVIO, comme Service Power qui ont acquis nos 2 entreprises montre qu'il y a en tout cas un savoir-faire français qui est reconnu mondialement sur ça, et du fait qu'on était les premiers à développer du RIP, donc à être confronté au premier problème de partage de réseau, et donc le premier à trouver des solutions, de sorte qu'on a un patrimoine technique en France qui commence à se développer par rapport à ça. On n'a pas de souci par rapport à ça. Ok, donc je pense qu'on va arrêter là parce qu'on a déjà bien dépassé. Ah, Thierry. Question, mais c'est direct évidemment sur cette table ronde, c'est finalement comment exploiter le vivier d'informations liées aux équipements actifs, finalement, donc qui dépendent des OC, qui permettrait comment exploiter cette masse d'informations dans le cadre de la maintenance, enfin de la vie du réseau, d'exploitation, de la maintenance prédictive, préventive, etc. C'est une question que j'ai depuis maintenant quelques années. Voilà, c'est une question que je lance comme ça. On parle des équipements actifs et donc de la data qui remonte depuis ces équipements actifs. Oui, des OC. Bah, après, en fait ce qui a été dit tout à l'heure, Nicolas en a parlé sur l'utilisation de modèles prédictifs sur les séries temporelles en fait, qui permettent d'utiliser toute cette donnée pour prédire, anticiper. Alors encore faut-il que on ait accès à cette donnée, il faut qu'elle soit bien structurée, interopérable, il faut qu'elle soit stockée au bon endroit, faut casser les silos. Et dans le cas de la France, à un moment, voilà, il faut ces échanges, quoi. Il faut des systèmes interopérables. C'est un peu la base. Et il y a aussi des technologies de traitement de la donnée qui permettent de garantir que les données de chacun restent chez eux, mais on peut quand même faire des traitements de données dessus sans avoir accès à chacun des pools de données individuels. Tout ce qui est fédération, mais voilà, c'est des choses qui sont balbutiantes. Donc voilà, soit les systèmes interopérables, soit mettre en place des... Mais à la fin, il faut que les gens s'entendent, quoi. Je pense. Oui, c'est pour ça que je faisais encore référence au groupe Interop Fibre, parce que bon, c'est au GT exploitation de l'ARCEP notamment, qu'il y a des choses sans doute qui sont échangées là-dessus. Il y a aussi des évolutions au niveau matériel. Je pense notamment à certaines box qui permettent, Jacques est sans doute mieux placé que moi, qui permettent par exemple d'avoir des retours sur la ligne, etc. Et donc il y a sans doute moyen là aussi d'exploiter ces informations. Je ne sais pas si on s'aperçoit, quand je parle de photo évolutive, que sur un arbre PON, il y a une évolution qui fait qu'à un moment donné, on peut peut-être penser qu'il y a un souci sur l'ensemble des équipements. Il y a peut-être moyen d'y agir un petit peu précisément. Et c'est la puissance de la chose. Bon, on a parlé de jumeaux numériques, c'est quand ces données sur les équipements actifs rejoignent les équipements, enfin les données sur l'infrastructure passive, l'environnement aussi. Enfin là, ça commence et que tout ça est structuré au même endroit. Ça débloque vraiment des usages incroyables. Même juste en termes d'exploitation de la donnée, on parle même pas d'IA. On parle juste de faire de la BI sur cette donnée-là. C'est très très puissant, mais pour ça, il faut tout rassembler au même endroit. Okay. Non, juste une réponse à Thierry. On a un comité expert fibre bientôt et on va préparer je dirais, les travaux de l'année prochaine. Donc, je pense que... Oui, mais ça sort du cadre de ce comité, en fait. Ouais, mais ça fait plusieurs fois qu'on pose la question. On mettra ça sur la table. Alors, ça met en évidence aussi un peu l'étanchéité qu'il y a entre ces différents groupes qu'il y a au sein de l'ARCEP. On va laisser Ahmed. Ouais. Alors, je vais juste ajouter, en fait, à la fin, quand on crée des modèles, on exploite de l'innovation, de la technologie, de l'avancée technologique existante, mais à la fin, on n'est pas des magiciens. C'est-à-dire, si l'environnement ne se change pas, n'évolue pas, on peut pas tirer bénéfice de l'IA, en fait. Tout simplement, moi, j'ai 2 questions à poser ici. Pour tout le monde, est-ce que aujourd'hui, sur les interventions qui sont pour le raccordement, la plupart des intervenants ne sont pas tracés? Récemment, au 91, on a eu, via l'EI avec qui on travaille, on a eu l'histoire, on nous a raconté, fait un opérateur, je ne vais pas le citer, mais qui a un intervenant, un technicien qui est arrivé, il y a eu une altercation avec l'habitant, la police municipale est arrivée, vérifier les papiers, les OQTF, fichier S, voilà, et il n'est pas tracé. Et ça, c'est juste quelques éléments comme ça. Alors, qui acceptera aujourd'hui d'avoir un criminel qui arrive chez lui? Voilà, un point. 2, ce sont des infrastructures quand même névralgiques. La fibre optique, en fait, c'est la sécurité nationale très sensible. Aujourd'hui, on accepte
de ne pas tracer les personnes qui interviennent ou fermer les yeux sur la pratique du terrain. Voilà. Et alors que voilà, c'est un sujet qui est assez important. La personne qui intervient a le code de l'immeuble, a beaucoup d'informations qui sont importantes. Deuxième chose, il faut le dire, et enfin, l'AVK est à côté de moi, je mets les pieds dans les plats, il est très compliqué pour les opérateurs d'infrastructure de demander un dédommagement aux opérateurs commerciaux des dégâts faits. La preuve existe, les photos existent, tout existe, mais c'est un concours, enfin, c'est un parcours assez compliqué. Parce qu'il y a un rapport de force qui existe et qu'on ne peut pas le changer dans cette salle-là ou dans cette discussion-là, mais c'est un constat. Et à la fin, ce sont des infrastructures publiques financées par le Trésor public, qui seront maintenues par le Trésor public, et donc on va augmenter les impôts pour couvrir les dégâts faits par les opérateurs commerciaux. Ça ouvre des champs à de nouveaux débats. Voilà, donc on pourrait continuer encore Oui, pendant des heures, mais merci en tout cas, chers panélistes, tous qui avaient participé sur cette table ronde numéro 2. Vous avez été super, vous avez été transparents. Et voilà. Bravo, on peut vous applaudir. On peut les applaudir. Voilà, donc on est à la fin de cette journée. Donc ne partez pas, j'ai encore 2 petites minutes à vous mobiliser. Donc je voulais juste remercier chaleureusement tous les intervenants, bien sûr, et experts pour leur contribution, et en espérant que donc les échanges vous ont intéressé. Les présentations et le replay de cette rencontre seront rendus disponibles sur notre site. Donc, je pense que Sophie a dû vous faire parvenir les autorisations de droit à l'image. Donc là, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez bien sûr suivre toutes nos actions sur le site web. Nos prochains rendez-vous. Donc là, je pense que si on peut basculer le dernier slide, et puis après, on vous libère, parce qu'il y a des prochains rendez-vous déjà dès demain. Voilà, donc à la Banque des Territoires, donc demain après-midi, un atelier donc réservé aux membres avec 2 présentations de nos membres d'OTIC et Suez Consulting qui seront suivies par notre Assemblée générale annuelle. Le 2 juillet, donc là, un atelier très intéressant chez Acom, plus en visio, bien sûr, sur... alors, le titre n'est pas figé, genre, je ne sais pas s'ils l'ont trouvé depuis, pas encore, mais ça arrive. Donc, ça va tourner autour de l'automatisation des tests. Ça sera aussi une continuité sur ce rendez-vous de la fibre d'intelligence artificielle, puisqu'on va parler supervision, automatisation, des choses comme ça. Donc, avec Alten, Infractis, Viavi et Axione, je crois qu'il est prévu. Le 4 septembre, alors là, c'est une rencontre atelier qui est très intéressante. Là, je vous invite vraiment, donc, quand vous allez recevoir l'invitation d'ici une semaine, donc à Saint-Malo, co-organisé avec l'IUT de Saint-Malo, donc avec Marie-Bernadette Pile, donc qui coordonne tout ça localement, avec un très beau programme, et donc avec des échanges croisés avec les étudiants, qui sont vraiment des étudiants donc, je dirais en spécialisation réseau télécom. Et puis le 16 et 17 septembre, donc avec 5 de nos membres, nous serons présents à l'UTNT, donc l'événement donc, organisé par Infranum et l'AVICA à Dijon. Et il ne me reste qu'à vous remercier, à vous souhaiter un bon retour et puis à bientôt.